Alors, c'est parti pour la soirée. Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette conférence canapé de la Maison pour la Science en Centre Val-de-Loire, qui fait partie d'un cycle de conférences axées sur la science. Donc, il y a 4 thèmes organisés cette année. Il y a eu un thème le 15 décembre sur Léonard de Vinci. Il y a une conférence canapé aussi prévue au mois d'avril sur l'intelligence artificielle. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez noter les dates. Le 11 avril, ici, même endroit. Il y aura aussi une conférence organisée autour du verre le 20 juin, au même endroit. Comme vous devez vous en douter, cette conférence est un mode hybride, donc il y a du présentiel, mais on peut aussi le regarder à distance sur la chaîne YouTube associée. Mais ce soir, c'est d'un autre thème, l'origine de la vie sur Terre et dans l'univers, et nous avons le grand plaisir d'accueillir pour ceci Monsieur André Braque. Alors, je vais faire des rapides présentations, mais est-ce qu'il faut vraiment le représenter? Donc, André Braque, expert de renom dans le domaine de l'exobiologie et de l'astrobiologie. André Braque est considéré comme l'un des pionniers dans ces domaines en France et a consacré toute sa carrière de recherche sur la recherche de la vie extraterrestre. Il a donc participé à de nombreux projets autour de ce thème. Et pour aussi explorer la vie sur Mars et d'autres corps du système solaire. Son travail a permis d'enrichir nos connaissances et ce soir, il nous présente ce thème sur la vie extraterrestre. Monsieur André Braque, vous pouvez venir parmi nous. Je vous remets la télécommande et le micro. Merci. Impressionné par l'assistance. Merci d'être venu. C'est toujours extrêmement réconfortant pour un conférencier d'avoir une salle aussi bien remplie. Donc, voilà. L'origine de la vie sur Terre, la vie dans l'univers, être ou ne pas être. Je commencerai par une référence à un prix Nobel, Jacques Monod, qui en 70 écrivait « La vie est apparue sur Terre. Quelle était avant l'événement la probabilité qu'il en fût ainsi? L'hypothèse n'est pas exclue, au contraire, par la structure actuelle de la biosphère, que l'événement décisif ne se soit produit qu'une seule fois, ce qui signifierait que sa probabilité, a priori, était quasi nulle. » Donc si Jacques Monod a raison, il est tout à fait vain de vouloir essayer de comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Il est tout à fait vain de rechercher une vie extraterrestre, puisque l'apparition de la vie sur Terre, la probabilité était quasiment nulle. Donc, j'ai passé toute ma vie pour rien. Vous êtes venus pour rien. Il n'y a rien à dire. Merci d'être venus. La conférence est terminée. Mais, Homo sapiens, c'est curieux, il veut comprendre, et c'est cette curiosité qui l'a animé tout au long de son histoire. Et donc, Einstein écrivait, Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen, il est essentiel de ne jamais cesser de questionner. Donc, ce questionnement remonte déjà aux philosophes grecs, l'être d'Épicure à Hérodote en 300 avant notre ère, les mondes sont en nombre infini, on ne saurait démontrer qu'ils ne sont pas habités. Intuition philosophique. Giordano Bruno, dans Le Banquet des Cendres, car il est impossible qu'un être rationnel suffisamment vigilant puisse imaginer que ces mondes innombrables, aussi magnifiques qu'est le nôtre et encore plus magnifiques, soient dépourvus d'habitants semblables et même supérieurs. Donc, horrible. Imaginez qu'il puisse exister des mondes meilleurs que le monde terrestre, avec des civilisations meilleures que la nôtre, puisque Dieu créa l'homme à son image, c'est insupportable. Donc, ce pauvre Giordano Bruno fut brûlé vif en l'an 1500 sur la place Campo dei Fiori à Rome. Et je vous invite, si vous allez à Rome, d'aller voir place Campo dei Fiori où le sculpteur franc-maçon Ettore Ferrari a érigé la statue de Giordano Bruno
Par anticléricalisme, l'artiste a représenté Giordano Bruno revêtu de l'habit de moine dominicain alors qu'il avait cessé d'être moine dès 1576. Donc, hommage à Giordano Bruno. L'Église a, tout au long de l'histoire, essayé de déboulonner la statue, mais elle n'a pas réussi. Donc, elle y est encore. Et si vous êtes à Rome, je vous en prie, allez rendre hommage à Giordano Bruno, qui fut brûlé vif. Pour quelqu'un qui a écrit Le Banquet des Cendres, c'est prémonitoire. Mais les scientifiques ne sont pas des philosophes. Pas tous, un peu. Et donc, ils ont besoin, avant d'affirmer des choses comme Hérodote ou Giordano Bruno, avant d'affirmer, ils ont besoin d'avoir des preuves pour pouvoir affirmer. On n'affirme pas sans preuve. Et donc, je citerai Christian de Duve, qui a écrit un envoi à la fin d'un de ses livres. « J'ai connu la joie d'apprendre, le plaisir presque voluptueux de comprendre, l'austère satisfaction d'observer les règles du jeu scientifique fondées sur la rigueur et l'intégrité intellectuelle. » Donc là, c'est à France Culture. Il m'a fait l'amitié de m'inviter pour participer à l'émission. Donc, rigueur et rigueur, encore rigueur. Donc, vous allez me dire, mais pour comprendre l'origine de la vie, il suffit de prendre des fossiles. Alors, ces fossiles, malheureusement, ne sont pas disponibles aux chimistes, puisque les fossiles les plus anciens sont trouvés, ne sont vieux que de 3,3 milliards d'années. Il y a en Australie et en Afrique du Sud des fossiles, des microfossiles, sur les microbes fossilisés qui témoignent de la présence de vie microbienne il y a 3,4 milliards d'années. Le plus vieux sédiment est trouvé au Groenland, il est vieux de 3,8 milliards d'années, mais ce sédiment ne contient pas de fossiles. Il ne contient que du carbone graphite, donc du carbone pur, qui est un petit peu enrichi en carbone 12. Alors, je ne vais pas vous embêter avec trop de chimie. Le carbone existe sous 3 formes, 12, 13, 14. Le carbone 14 est radioactif, il sert à dater. Le carbone 13 est stable. Et donc, tous les produits qui ont été façonnés par du vivant sont un petit peu enrichis en carbone 12. Donc, on peut suivre cet enrichissement jusqu'à il y a 3,8 milliards d'années. Ce qui prouve, mais c'est pas une preuve absolue, que la vie existait peut-être déjà à 3,8 milliards d'années, il y a 3,8 milliards d'années, sachant que la vie est apparue environ il y a 4 milliards d'années. Bon, la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, ça tout le monde le sait. Ça on sait très bien. Et la vie, on pense que la vie est apparue dans l'eau avec des molécules carbonées. Ce couple eau et chimie du carbone a des vertus particulières qui sont les qualités de l'eau. L'eau, tout le monde sait que l'eau c'est H2O, que l'eau a une masse pèse, disons, allez, je me suis engagé à être simple, hein, donc si c'est pas suffisamment simple, vous levez le bras et vous dites c'est trop compliqué. Mais enfin, l'eau pèse, la molécule d'eau pèse 18 et l'eau à la surface de la Terre est liquide. Alors que le CO2, le fameux CO2 de l'atmosphère qui provoque le réchauffement, pèse 44 et le CO2 est gazeux. Donc pourquoi est-ce que l'eau 18 est liquide alors que le CO2 gazeux est beaucoup plus lourd, 44? Eh bien parce que dans l'eau, entre les molécules d'eau, il y a des liaisons qui s'établissent entre l'hydrogène qui est blanc, l'oxygène qui est rouge, et donc ces liaisons, ce réseau de liaisons est tellement intense que ça maintient l'eau à l'état liquide, à la surface de la Terre. Mais, pourquoi le carbone? Alors qu'il ne représente que 0,1% de la croûte terrestre contre 27% pour le silicium. Les principales vertus du carbone sont ces 4 bras. L'atome de carbone a 4 bras, donc il peut se lier, partir dans 4 directions, faire des molécules dans 4 directions. Alors que le silicium a aussi 4 bras, mais sa chimie est beaucoup moins inventive. Donc, c'est grâce à ce carbone, c'est un peu comme un Lego.
on peut construire dans 4 directions avec des atomes de carbone. La Terre, il y a 4 milliards d'années, n'était ni trop grosse ni trop petite. Si elle avait été trop grosse, elle aurait été comme Jupiter et Saturne, donc gazeuse, pas de possibilité d'avoir de l'eau à la surface. Si elle avait été trop petite, la force de gravité n'aurait pas été suffisante pour maintenir une atmosphère, et l'atmosphère, c'est le couvercle qui empêche l'eau de s'évaporer. Donc, la bonne taille, ni trop grosse, ni trop petite, et elle était ni trop loin, ni trop près du Soleil. Trop près du Soleil, l'eau se serait évaporée comme c'est le cas sur Vénus. Trop loin du Soleil, l'eau à la surface aurait fini par geler comme ce fut le cas à la surface de Mars. Donc, souvenez-vous, la Terre est juste bien, ni trop grosse, ni trop petite, ni trop près, ni trop loin du Soleil. Alors, la Terre possède aussi un champ magnétique permanent. Ce champ magnétique permanent entraîne une magnétosphère, et la magnétosphère dirige la radioactivité du Soleil comme un bouclier magnétique, et qui renvoie cette radioactivité au pôle et qui donne naissance, comme vous le savez, aux magnifiques aurores boréales. Mais ça nous protège de la radioactivité du vent solaire. Alors, évidemment, les chimistes essayent de voir quelles étaient les conditions qui régnaient à la surface de la Terre il y a 4 milliards d'années quand la vie a démarré. Donc, pour l'eau, on n'a pas de souci. On a des traces d'eau, la présence d'eau il y a 4,4 milliards d'années. Donc, pour l'eau, aucun souci. Pour le carbone, c'est un peu plus compliqué. On cherche les sources de carbone. Le carbone, peut provenir soit de l'atmosphère sous forme gazeuse, soit des sources hydrothermales, ces fameuses sources qui sortent au fond de l'océan, et une origine spatiale, donc provenir de l'espace. Pour l'atmosphère, un jeune chimiste américain, Stanley Miller, en 1953, a mis dans un ballon un mélange de gaz, du méthane, de l'ammoniac, du dihydrogène et de la vapeur d'eau. Il a fait passer des éclairs dans le ballon pour mimer les orages de la Terre primitive, et il a obtenu 4 acides aminés qui sont les principes de base des protéines. Donc, expérience magnifique, formidable, mais les géochimistes lui ont dit, Monsieur Miller, votre atmosphère ne représente pas l'atmosphère primitive, parce que on sait maintenant que l'atmosphère de la Terre primitive était dominée par du CO2, et votre source de carbone n'est pas bonne. C'est pas le méthane, CH4, il faudrait prendre du CO2 pour être beaucoup plus proche de la véritable atmosphère de la Terre primitive. Miller a dit, bon, écoutez, je vais refaire l'expérience en remplaçant le méthane par du dioxyde de carbone, du CO2, et ça marche plus. Donc, ça marche un petit peu, mais pas beaucoup moins qu'avec du méthane. Mais, donc, c'est peut-être une source de matière carbonée, mais si vous considérez que l'origine de la vie, c'est une soupe primordiale, c'est peut-être le sel ou quelques épices, ce n'est pas le gros du bouillon. En ce qui concerne les sources hydrothermales, il y a le long des fossés qui séparent les continents, comme par exemple le fossé atlantique, qui a donné naissance aux îles volcaniques que sont les Açores et ensuite au nord l'Islande. Il y a des fumeurs noirs, des volcans sous-marins qui ont été explorés par les Américains, par les Japonais, par les Français. J'ai participé à une mission au large des Açores, et on a fait des prélèvements, et d'autres scientifiques ont fait des prélèvements le long de ces fumeurs. On n'a pas, pour l'instant, trouvé encore des briques du vivant au niveau de ces fumeurs. Ça reste une possibilité, mais pour l'instant, pas de preuves. Donc, on n'affirme pas tant qu'on n'a pas de preuves. Il reste là l'espace. Alors, si vous imaginez un gros impact, et on a la chance en région, enfin pas en région centre, mais proche de la région centre, à Rochechouart, un petit peu à l'ouest de Limoges, il y a une énorme météorite qui est tombée il y a 200 millions d'années
la météorite faisait 1,5 km, elle pesait 6 milliards de tonnes, et elle a produit une énergie représentant 14 millions l'énergie d'Hiroshima. Elle a creusé un cratère de 20 km en détruisant toute la ville dans un rayon de 200 km. Alors ça, c'est à Rochechouart. Actuellement, il est difficile de voir l'impact parce que la végétation et l'érosion par la pluie a effacé le cratère d'impact, mais néanmoins, il y a les murs de l'église à Rochechouart. Les maisons sont construites avec des pierres poreuses, des brèches que voici. Vous pourrez venir les regarder après. Normalement, c'est interdit de les prélever. Enfin, celle-là m'a été offerte par le maire de Rochechouart, donc. Et les murs des maisons sont construits avec des roches poreuses. Et pendant très longtemps, il était dans les carrières, et ça c'est une carte postale de 1910 qui dit Chassenon, c'est près de Rochechouart, extraction de lave de la carrière volcanique. Donc pour eux, ce sont des roches volcaniques. Alors les gens se disaient, mais pourquoi diable les habitants de Rochechouart sont allés si loin au Massif central pour aller chercher des pierres volcaniques pour construire une maison. Et ce n'est qu'en 1957 qu'un géologue, François Kraut, a dit, écoutez, ce ne sont pas des roches volcaniques, ce sont des brèches d'impact. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a reconnu que Rochechouart avait été frappé par cette énorme météorite. Donc si vous êtes à Limoges, faites un petit crochet à l'ouest à Rochechouart, allez visiter le petit musée Pierre de Lune qui est très intéressant, et donc vous serez sur un site géologique des plus importants. Lorsqu'on parle de tonnes, il est évident que l'énergie d'impact ne permet pas de récupérer quoi que ce soit de l'impacteur. Lorsqu'on passe au kilo, là ce sont les météorites, et la plupart des météorites sont minérales ou ferreuses. Il y a 4 ou 5% de ces météorites qui sont carbonées, donc elles contiennent des molécules à base de carbone. Et donc, vous avez compris que ça nous intéresse, puisque je vous ai dit, eau liquide, chimie du carbone, ce sont les ingrédients de la soupe qui ont démarré la vie sur Terre. La championne est certainement une météorite qui est tombée en Australie et qui, à Murchison, en 1969, et dans cette météorite, il y a des acides aminés. Il y en a 2, 4, 6, 8. Il y a 8 acides aminés parmi les 20 acides aminés qui constituent les protéines des systèmes vivants. Donc là, c'est la preuve tangible. Donc on est certain que ce sont des météorites et on est certain que ces acides aminés ont été apportés par les météorites. Donc là, c'est une première piste intéressante comme source d'ingrédients qui ont démarré la vie sur Terre. Lorsque l'on passe du kilo, mais des météorites, il n'en tombe pas beaucoup. Actuellement, il en tombe une dizaine de tonnes. C'est pas énorme. Et par contre, si on passe de la tonne au gramme, non, au kilo, si on passe du kilo, excusez-moi, au gramme, ça ne passe plus. Ce sont les étoiles filantes. Quand ça traverse l'atmosphère, ça brûle en traversant l'atmosphère. Et donc, ça, c'est une fameuse averse de météorites de l'ordre du gramme de 1833, environ 200 000 étoiles filantes à l'heure. J'aurais bien voulu pouvoir assister à ce spectacle. Ce devait être féerique, un vrai 14 juillet. Lorsque l'on passe du gramme au milligramme, on est au stade des micrométéorites. Et là, ça passe parce que les micrométéorites contiennent du carbone. Ce carbone brûle et en brûlant, il y a une détente et la détente refroidit le grain. Donc, des scientifiques, des Français en particulier, vont en Antarctique
creusent un sillon pour échapper à la pollution parce qu'ils sont près de la station Concordia qui est chauffée au fioul. Donc il y a des cendres qui contaminent la glace de l'Antarctique. Dans la tranchée, ils récupèrent des blocs de glace, récupèrent des micrométéorites et à partir de ces micrométéorites, on peut affirmer que d'énormes quantités de chimie du carbone ont été apportées par des micrométéorites il y a 4 milliards d'années. La matière carbonée accumulée par les micrométéorites sur 200 millions correspondait à une couche de 30 mètres de goudron sur toute la Terre quand on cumule tout ce qui a pu être apporté. Donc ça, c'est une source extrêmement importante de molécules carbonées. Une mission américaine est allée collecter des poussières de la comète Ville de 2 en 2004. Les grains ont été collectés dans du gel et ramenés sur Terre, analysés, et on peut forte analogie entre les grains cométaires et les micrométéorites collectés en Antarctique. Donc on pense que la plupart de ces micrométéorites sont d'origine cométaire. C'est pas la comète entière qui arrive, ça c'est trop gros, ça explose. Ce sont des grains cométaires qui finissent par atterrir sur Terre. Évidemment, tout l'intérêt donc de la mission européenne vers la comète Chury, exploit technologique fantastique. Après un voyage de près de 10 ans, la sonde européenne a réussi à partir à la chasse de la comète, à se mettre en orbite autour de la comète, a lancé un petit atterrisseur sur la comète. L'atterrisseur, malheureusement, a rebondi 3 fois et s'est fiché de travers, donc il n'a pas pu faire son travail. Mais au cours du premier rebond, l'instrument de mesure d'analyse était ouvert et il a pu analyser les éclaboussures. Et dans ces ça c'est les 3 rebonds. Et dans les éclaboussures, il y a 16 molécules qui ont été détectées, dont la fameuse glycine, qui est le plus simple des acides aminés qui constituent les protéines. Donc ça prouve bien que les comètes sont porteuses de briques du vivant. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, il y a une planète qui n'a pas réussi à se former, donc ça constitue la ceinture d'astéroïdes. Les Japonais ont envoyé une sonde Hayabusa 2 vers Ryugu, qui est un de ces objets entre Mars et Jupiter. Et donc cette fameuse sonde a échantillonné, collecté des échantillons, ramené sur Terre, et dans ces échantillons, il y a aussi des acides aminés. Donc, en même temps que les comètes, probablement que une partie des astéroïdes ou des grains qui provenaient d'astéroïdes ont pu apporter les ingrédients. L'autre bonne nouvelle, c'est que ils ont pu analyser les caractéristiques de l'eau de Ryugu, et cette eau correspond parfaitement à l'eau des océans terrestres. Donc, même l'eau des océans terrestres ont pu être apportée par ces micrométéorites. En ce qui concerne l'origine de la vie, donc les chimistes, à partir de ces ingrédients, ce sont comme des cuisiniers. On essaye, et ce que j'ai fait aussi, ce qu'on a fait au laboratoire à Orléans, à la source, on essaye de faire vivre ces ingrédients. Donc actuellement, on a des briques du vivant, certaines briques, on a l'eau, évidemment, certaines briques proviennent de l'espace, pense-t-on. On a le terrain, une terre primitive, de l'eau. On a réussi à faire quelques murs, donc à partir de ces briques, on n'a pas réussi à faire une maison, on n'a pas réussi à recréer la vie en tube à essai, malgré tous les efforts qui ont été faits. Donc, par contre, il faut se méfier de certains abus journalistiques. Dans Futura, c'est un site d'information scientifique sur Internet.
gros titre, le secret de la vie dévoilé. Bon. Le mystère de l'origine de la vie sur Terre est résolu. C'est une découverte incroyable. Alors évidemment, les chimistes qui bouillent leur chemise en vain depuis plus de 50 ans, quand ils voient ça, d'abord ils commencent par regarder de quoi ils retournent. Et quand on voit que c'est une petite étape vers la chimie de la vie, mais que ce n'est surtout pas la recette complète, donc évidemment on téléphone, on réagit au téléphone à Futura. Alors ils ont quand même modifié le titre, ils ont mis un point d'interrogation derrière. Et en 95, Science et Vie, un chercheur français découvre l'origine de la vie. Alors évidemment, tout le monde se presse. Et c'était pas moi. Et c'était un bon chercheur, mais alors sa défense, c'est de dire que ça lui a échappé, le titre lui a échappé. Mais bon, il faut quand même. Les journalistes, enfin les éditeurs de journaux ont comme tendance à surréagir par rapport à ce genre de déclaration. En plus, ça fait perdre la crédibilité aux scientifiques, parce que si vous dites après, évidemment, alors après les journalistes, vous passez à la télé et vous dites, bon, alors qu'est-ce que vous en pensez? Ben alors on dit, ben, je suis désolé, mais c'est pas ça. Donc c'est un bon pas vers, mais ce n'est pas l'aboutissement. Et alors on passe pour des mauvais coucheurs, mais bon, je vous rappelle la rigueur scientifique, toujours. Alors, qui a démarré la vie? Les biologistes, un peu comme Jacques Monod, hein, c'est vrai que si vous regardez la vie aujourd'hui, sous toutes ses formes, la biodiversité, la vie est magnifique. Au niveau de la chimie de la vie aujourd'hui, c'est magnifique. Donc, un corps humain, au niveau du fonctionnement de la chimie du corps humain, c'est magnifique. Donc, certains biologistes ont du mal à considérer que ça a pu démarrer dans une espèce de bout de vase très simple, etc. Donc, j'ai fait une conférence à l'Académie des sciences. Et je suis entré, enfin juste invité, je suis ressorti vite fait. Hein. Mais un académicien m'a dit, Monsieur Braque, vous dénaturez la notion de vie en considérant que la vie peut être plus simple qu'une cellule. La vie, c'est au moins une cellule. J'ai dit, non, nous, pour le chimiste, une cellule, ça veut dire qu'il faut trois partenaires. Il faut un ARN. Tout le monde connaît l'ARN maintenant. L'ARN pour le message, c'est le plan de construction de la cellule. Il faut un outil, la protéine. Il faut une membrane, parce qu'on est dans l'eau, il faut l'entourer. Donc, on ne peut pas imaginer que ces trois entités se soient formées séparément à les rencontres miraculeuses des trois pour former une... Non, c'est pas ça. Alors, on sait maintenant que la vie peut être plus simple qu'une cellule, que l'ARN tout seul peut être à la fois le plan de montage et l'outil, puisque certains ARN sont aussi des catalyseurs, comme les enzymes. Mais on a du mal. On ne comprend pas encore aujourd'hui comment on peut se former spontanément de grands brins d'ARN pour démarrer la vie. Donc on pense que ça démarre encore plus simple qu'un ARN, comme un robot chimique capable de faire plus de soi-même par soi-même. Donc pour nous, c'est un peu comme un système qui prend des pièces autour de lui, se copie, et ensuite il fait de temps en temps une petite erreur dans la copie, c'est l'évolution. Donc pour nous, les vivants, des systèmes simples, qui sont capables d'autoreproduction, faire plus de soi-même par soi-même, et aussi capables d'évoluer. Parce que évoluer, ça veut dire qu'on augmente la biodiversité, ça veut dire aussi que en évoluant, on augmente l'efficacité. Alors, à l'instar de la pâtisserie, la chimie, c'est comme la pâtisserie. Si vous répétez exactement la recette avec précision, vous êtes sûr de réussir. On est d'accord. La chimie, c'est pareil. Donc, si on répète exactement la même procédure à partir des mêmes ingrédients, on doit obtenir la même chose. Donc, notre hypothèse, c'est que si on retrouve ailleurs de l'eau, des océans,
une atmosphère qui freine les micrométéorites. Et si on trouve aussi la chimie du carbone, on a quelques chances de trouver une vie autre que la vie terrestre. Donc ça, c'est notre hypothèse de travail. On n'affirme rien, on dit simplement, essayons de retrouver ailleurs. Et à contrario, si on trouve une deuxième genèse, une vie ailleurs, ça veut dire aussi que c'est finalement relativement simple. Une recette, si la recette est simple, on est sûr de la réussir. Donc, et que malgré tous les efforts qui ont été faits, on va finalement réussir à faire une chimie simple qui ressemble un peu à celle qui a démarré la vie sur Terre. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Alors, la vie a donc des chances d'apparaître partout où il y a à la fois l'eau et la chimie du carbone. On est d'accord? Bien. Alors, là, il y a, je ne parlerai pas de recherche de vie extraterrestre intelligente. Donc, on peut en parler dans la discussion. Et alors, cette année, Nathalie Cabrol déclare dans son livre À l'aube de nouveaux horizons, vous avez eu l'occasion de voir ses articles dans l'Express et dans, je crois qu'elle a fait elle dit, il y aurait au moins une douzaine de civilisations avancées dans notre galaxie. Alors ça, c'est une affirmation un peu hâtive. Mais Nathalie Cabrol, que je connais bien, qui est une excellente chercheuse, qui a fait une thèse, je crois me souvenir que j'étais dans son jury de thèse, et son prof à Paris ne la supportait pas. Supportait pas quelqu'un d'intelligent autour de lui. Enfin, ça arrive, hein, donc bon, je citerai pas le nom du prof. Donc Nathalie s'est expatriée aux États-Unis, en Californie, à côté d'un labo de la NASA, qui est le SETI Institute, donc l'Institut pour la recherche de signaux intelligents extraterrestres. Elle en est devenue la directrice quand même. Donc c'est quelqu'un qu'on a formé en France, de brillant, qui était obligé de s'expatrier et qui maintenant... Donc, mais néanmoins, comme elle est directrice d'un labo qui recherche des civilisations, elle est quasiment obligée de faire un peu de la surenchère. Qui n'est pas totalement rigoureux, mais bon, je lui pardonne. J'ai vu, je crois que j'ai pris ça hier, hein, les Américains vont utiliser l'intelligence artificielle, et ce qu'ils appellent learning techniques, donc les machines capables d'apprentissage, pour aller reprendre tous les signaux qui ont été reçus. Je crois que c'est 820 signaux qui ont été reçus, et parmi ces 820 signaux qui sont réanalysés grâce à l'intelligence artificielle, il y en a 8 qui sont bizarres. Donc pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, nous, humbles chimistes ou exobiologistes, nous recherchons une deuxième genèse, mais notre Graal serait déjà de trouver des microbes extraterrestres. Donc, évidemment, le lieu le plus proche de la Terre où il y a eu de l'eau, c'est Mars. Et maintenant, il est bien établi que Mars a hébergé de larges océans. Il y a des lits de rivières asséchés. Il y a des deltas, comme celui-ci, qui ressemble vraiment beaucoup au delta qu'on trouve dans l'Oisans, c'est la vallée de Champagny. Les arguments chimiques, s'il y avait des océans à la surface de Mars, il y avait forcément une atmosphère pour maintenir l'eau. Souvenez-vous, il faut un couvercle pour maintenir l'eau. S'il y avait une atmosphère, il y avait forcément un frein pour les micrométéorites. Souvenez-vous, les micrométéorites sont tombés en Antarctique, etc., freinés par l'atmosphère. Donc, ça veut dire que dans ces océans martiens tombaient des micrométéorites comme sur Terre. Donc, si c'est suffisant pour démarrer la vie a pu démarrer sur Mars, à condition évidemment que la recette du démarrage de la vie soit simple. Pour l'instant, c'est l'argument que nous avons utilisé
moi en particulier, pour convaincre le CNES qu'il fallait explorer Mars dès les années 50. Alors, la contribution d'Orléans, l'Agence spatiale européenne m'avait chargé de constituer un groupe pour définir tout ce qu'il fallait faire à la surface de Mars. Oubliez le prix, oubliez la charge, la masse, qui est un problème quand on envoie des missions. Dites-nous ce qu'il faut faire. Donc, j'avais rassemblé des scientifiques de toute l'Europe sur le seul critère, être de bons scientifiques et aimer le bon vin. Ça a aidé beaucoup. On a eu d'excellentes réunions. Donc, on a fait un livre qui est à droite ici, une espèce de bible de ce qu'il faut faire, et ça a servi pour faire la mission Beagle 2, Mars Express. Alors, en mars 86, en 1986, les Russes ont envoyé une énorme mission vers Mars, chargée d'instruments français aussi, et qui a terminé sa course dans le Pacifique. Ça arrive, hein, donc... au lieu de partir vers Mars, la sonde a cherché l'eau dans le Pacifique. C'est pas drôle, hein, parce que les copains qui avaient des instruments sur la sonde, ils faisaient triste mine. Donc, l'Agence spatiale européenne a dit, puisque vous avez des instruments de rechange dans vos tiroirs, on va faire une mission rapide Mars Express. Donc, après l'échec de Mars 86. Et donc, comme j'avais piloté ce groupe de travail, ils m'ont demandé de faire partie de l'équipe scientifique de Mars Express. Donc, les ingénieurs ont dit, en 2003, Mars sera relativement proche de la Terre, donc on a un peu du rab de masse en orbite pour faire un orbiteur, Mars Express. Et donc, on a 200 kilos de rabio. Alors, moi j'ai dit tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est faire, avec ces 200 kilos, il faut faire un atterrisseur. Survoler Mars, c'est bien, parce que ce que fait encore Mars Express, c'est avoir encore des photos depuis 2003. Mais avoir quelque chose qui se pose, qui gratte le sol et qui analyse le sol, c'est mieux. Du coup, comme quand les géologues, je sais qu'il y a des géologues dans la salle, donc pardon, quand les géologues de l'Institut français du globe de Paris ont appris qu'il y avait 200 kilos, on dit, nous, ces 200 kilos, il nous faut pour faire un 600 mètres pour poser à la surface de Mars. Alors moi, j'ai dit, mais de toute façon, tout le monde s'en fout des tremblements de terre sur Mars, mais ce que les gens veulent savoir, c'est si on gratte la Terre, est-ce qu'on trouve des microbes fossilisés? Donc, j'ai dû être convaincant, parce qu'on a réussi à voir l'atterrisseur, qui s'appelait Beagle 2, qui a été... Alors, par contre, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc c'est un Anglais, Colin Pillinger, qui a réussi à convaincre son gouvernement de financer un groupe de rock, Blur, qui sévit encore, je crois. Hein. Blur, les jeunes doivent connaître encore, non? Oui, bon, on me dit oui. A financé, et il avait le loto anglais aussi, il y avait un sticker, voter, jouer le loto anglais, peut-être pour les Martiens, je ne sais pas. Et le groupe de rock avait pour mission de composer un petit jingle, une petite musiquette, qui devait être le premier signal envoyé par la sonde posée à la surface de Mars le jour de Noël 2003. Le jour de Noël 2003, on a écouté attentivement la musique du groupe Blur et on n'a jamais rien entendu. Alors, on a retrouvé depuis le Beagle 2, un autre orbiteur a réussi à prendre une photo et un des panneaux ne s'est pas déployé, donc la sonde a été perdue corps et bien. Les mauvaises langues ont dit que les Martiens n'aiment pas la musique de Blur. Alors, autre mésaventure, l'Europe n'a pas beaucoup de chance. Alors pendant ce temps, les Américains posaient 2 sondes avec succès, hein, Spirit et Opportunity. Bon, alors on les a félicités, mais pas vraiment de bon cœur. Autre mésaventure des Européens sur Mars, ExoMars. Alors ExoMars, une mission en 2 étapes. Coopération ESA Roscosmos, l'agence spatiale russe. Donc une première étape en 2016, on lance un orbiteur autour de Mars pour faire des mesures des photos, etc. Pour mesurer aussi le méthane, et un atterrisseur, Schiaparelli, qui devait se poser. Donc Schiaparelli s'est craché.
sur la surface de Mars, parce qu'une unité de mesure n'a pas fonctionné pendant moins d'une seconde. Donc l'altimètre a donné une altitude négative, donc il a dit je suis déjà trop loin, j'arrête tout, et il s'est écrasé. Donc bon. Autre mésaventure, la mission européenne, la deuxième phase devait se faire en 2022. Le rover Rosalind Franklin aurait dû rechercher des traces de vie avec un forage jusqu'à 2 mètres à droite ici. Donc toujours une coopération franco-russe, mais en 2022 malheureusement ils ont connu la guerre en Ukraine, donc la mission est remise sine die. Je pense qu'elle est reportée en 2030 maintenant, aux dernières nouvelles. Et donc voilà. Alors en ce qui concerne les missions américaines, elles marchent bien. La sonde Curiosity, le 6 août 2022, donc l'année dernière, elle a fêté ses 10 ans. Et le 17 janvier 2022, le carbone d'un carottage dans le grès du cratère Gale est enrichi en isotope 12. Rappelez-vous, enrichissement en carbone 12, ça veut dire possibilité d'origine vivante. Mais il y a d'autres mécanismes qui peuvent aussi enrichir en carbone 12 par rapport au carbone 13. Donc, ce n'est pas une preuve irréfutable de la présence de fossiles qui proviendraient du vivant dans ce carottage. La mission actuellement, c'est l'astromobile, le rover Persévérance qui tourne. Il recherche des traces de vie fossilisées, collecte et stocke. Alors, il doit stocker 38 échantillons dans un cache pour être ultérieurement ramené sur Terre. Actuellement, il y a déjà 14 échantillons collectés et il doit aussi tester une technologie permettant de protéger une mission habitée des dangers présentés par les poussières et permettant aussi de produire de l'oxygène à partir du CO2. Donc ça, c'est sa mission. Ce dernier point est réussi. Persévérance marche bien. En septembre 2022, dans un échantillon, Persévérance trouve des molécules organiques, donc toujours ce fameuse molécule de carbone. Donc des traces de vie sur Mars, dont, alors évidemment, la presse dit nous sommes très excités sur ces nouveaux échantillons parce que c'est blablabla. Non, parce que des molécules organiques, il y en a 9 millions qui existent à base de carbone et qui sont rassemblés dans un livre que les chimistes organiciens connaissent bien, le Ballstein, qui est la Bible. Donc une molécule organique, il y en a des millions. Elles sont pas. Si on n'a pas vraiment des molécules spécifiques de ce qui pourrait devenir du vivant, on n'en parle pas avec autant de fracas. Voici un tube rempli par la mission Persévérance, tube qui va être les tubes. Alors ça va être un peu compliqué. Accrochez-vous. Retour d'échantillon. Persévérance est en train de remplir les tubes. Donc, à l'automne 2028, une mission va poser un atterrisseur et des drones qui vont aider Persévérance à rassembler les tubes, parce que les tubes seront un peu disséminés le long de la trajectoire de Persévérance. Ensuite, les tubes vont être mis en orbite. Il y a une nouvelle mission qui va venir pour mettre les tubes en orbite. Les tubes vont être mis en orbite en 3 et une mission européenne va partir pour collecter. Alors les tubes, ils seront mis en orbite autour de Mars dans une espèce de ballon de basket. Et donc il y a une mission européenne qui va partir pour capturer ce ballon de basket qui est en orbite, qui tourne autour de Mars et le ramener sur Terre. Donc ça sera 2030. Donc en 2030, je reviendrai vous dire ce qu'il y a dans les échantillons de ces tubes. C'est vraiment très bien. Parce qu'on a plus de 200 météorites martiennes. Donc, ces météorites sont intéressantes, mais on est presque sûr qu'elles sont martiennes. Pas tout à fait sûr. On est sûr à 95%. Parce que il nous faudrait ne serait-ce qu'un milligramme de roche martienne pour pouvoir dire oui, ça colle vraiment bien avec ce que nous avons récupéré sur Terre comme molécules, comme météorites partielles. Donc, intéressant. Voilà l'avenir. Alors, l'homme sur Mars, non, mais je pense que personne ne s'est inscrit pour le premier voyage sur Mars. Non, ne le faites pas. C'est pire que tout. Il y a il y a plus de pesanteur, donc le mal de l'espace avec des maux de tête pendant le voyage, nausées, sensation
désorientation, fragilisation des os, atrophie musculaire, diminution du nombre de globules rouges, affaiblissement du système immunitaire. Ensuite, plus de protection contre les radiations. On n'a plus la magnétosphère, ok? Donc, radioactivité du soleil, pas de secours ni dépannage. Et ensuite, des contraintes, le confinement pendant 8 mois. Pendant 8 mois pour l'aller, 8 mois sur place, 8 mois pour revenir, 2 ans. Et l'équipage ne verra la Terre que comme une petite tête d'épingle. Et on pense que ça sera le pire, c'est que d'avoir la contrainte psychologique de ne plus avoir de secours possible. Quand ils vont sur la Lune, c'est 3 jours pour aller sur la Lune. On peut les secourir, ça a été fait. Mais sur Mars, non. Donc ceux qui partent, s'il y a le moindre problème, c'est foutu. Donc ça je passe, ça je passe aussi. Alors, au-delà de Mars, on arrive aux lunes des planètes gazeuses. Europe, souvenez-vous, on cherche toujours l'eau et la chimie du carbone. Alors, sur Europe, on a l'eau, sous la carapace, il y a une carapace de glace. Sous la carapace de glace, il y a un océan d'eau liquide. Donc ça, c'est un bon point, mais on n'a pas de preuve de la présence de chimie du carbone. Donc je passe rapidement parce que le temps tourne. Et on arrive aux exoplanètes. Dès qu'on quitte le système solaire, les astronomes essaient de voir s'il existe des planètes comme la Terre au-delà du système solaire. Alors, actuellement, j'ai pris le compte ce matin, les astronomes ont trouvé 5310 planètes qui existent au-delà du système solaire. Alors, ces planètes sont plutôt grosses, donc il n'y en a qu'une 50aine qui pourraient ressembler à la Terre avec des possibilités d'avoir de l'eau à la surface, donc d'être considérées comme dites habitables. Alors, comment détectent-ils les astronomes une exoplanète? Alors, c'est relativement simple, mais enfin, il a fallu attendre quand même 1995 pour que 2 Suisses, qui sont patients, parce qu'ils regardent longtemps les étoiles, ils ont découvert la première exoplanète. Alors, comment ont-ils fait? Alors, quand vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, si la planète est grosse, elle tire un peu l'étoile. Donc, pour un observateur qui est là, la lumière de l'étoile va devenir un peu plus rouge. C'est un peu l'effet Doppler du son. Quand le son s'éloigne, il devient un peu plus grave. Là, c'est la lumière qui devient un peu plus rouge. Quand la planète revient par là, la lumière redevient un peu plus violette. Donc, ça veut dire que l'étoile bouge, et si elle bouge, c'est qu'elle est tirée par une grosse planète. Donc ça, c'est la méthode qui marche bien, mais ça marche bien à condition que la planète soit grosse, parce que les petites planètes comme Mercure, même la Terre, je pense qu'elle ne doit pas beaucoup gêner le Soleil quand elle tourne autour du Soleil. Mais Jupiter et Saturne, ouais, tirent le Soleil, enfin, ils tirent pas beaucoup, mais bon. Alors, l'autre méthode, c'est lorsque la planète passe devant l'étoile, elle provoque une petite éclipse de l'étoile. Donc, cette petite éclipse, c'est ce qu'on appelle la méthode des transits. Elle permet de voir des planètes qui passent, mais il faut que ça soit vraiment dans le plan de l'étoile et de la planète pour bien la voir. Donc, mais là, on a pas mal d'étoiles qui ont des planètes, qui ont exoplanètes, qui ont été détectées par cette méthode. Donc, comment détecter? Alors, depuis la Terre, par imagerie directe, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'aller en Atacama, au Chili. C'est vraiment le paradis des ciels magnifiques. C'est l'endroit où il pleut jamais, quasiment. Pardon? Non. Il faut y aller en touriste et pour un géologue, apparemment. Donc,
les ciels de l'Atacama sont superbes et l'Europe a installé des télescopes géants à Tiro Paranal, hein, qu'on voit en bas à gauche. Et donc, cette série d'énormes télescopes, c'est le VLT, Very Large Telescope, a réussi à prendre une photo d'une exoplanète. Bon, ça c'est pour la petite histoire. L'instrument Espresso, c'est pas le café, hein, équivalent à un miroir de 16 mètres et monté sur le VLT, ça consiste à coordonner les 4 télescopes qui vont multiplier la puissance de la résolution du télescope, et donc à partir de les 2 planètes les plus proches de l'étoile pourraient contenir de petites quantités d'eau. Donc toujours cette hantise de l'eau. Détection par ondes radio, et ça c'est Cocorico région centre, à Nancy. Il y a ils font partie d'un réseau européen d'antennes qui s'appelle l'OFAR. C'est 50 000 antennes réparties en Europe, pilotées par les Pays-Bas, tout autour de l'Europe. Et ça, à partir de cette détection, ils ont détecté une onde radio qui provient d'une exoplanète. Enfin, c'est une onde radio, ça veut dire que ça permet de localiser l'exoplanète. Ça ne donne pas beaucoup de renseignements sur sa nature, ni sur l'eau, ni sur la chimie du carbone de cette exoplanète. Alors, les radiotélescopes, on avait beaucoup d'espoir avec le radiotélescope de la NASA à Arecibo, à Porto Rico. Les câbles qui remplaçaient tout un cratère de volcan, énorme radiotélescope. Les câbles qui tenaient le CD, et il s'est effondré, et la NASA a décidé de ne pas le remplacer, de le réparer. Trop coûteux, trop compliqué. Détection depuis l'espace. Les Américains avec TESS, a été lancé en 2018, il a déjà détecté plusieurs milliers d'exoplanètes. En 2020, découverte d'une planète de la taille de la Terre dans une zone habitable qui devrait permettre la présence d'eau. Donc toujours ça, c'est intéressant. Toujours cette obsession de l'eau et de la chimie du carbone. Le satellite Khéops, ça c'est nous, l'Agence spatiale européenne. Là, je fais un petit aparté. L'Agence spatiale européenne est un magnifique exemple de coopération européenne qui marche bien. L'Europe, c'est pas pique-prendre comme certains disent. L'Europe, c'est fantastique. L'Europe spatiale est fantastique. Marche bien, bon résultat. Et donc, le satellite Khéops de l'ESA a été lancé en 2019 et ils ont trouvé déjà dans le système du Loup, la constellation du Loup, une planète qui fait 2,5 le rayon de la Terre et 8 fois sa masse. Elle serait principalement composée d'hélium, d'hydrogène, de vapeur d'eau. Là, c'est la vapeur d'eau. Et les télescopes spatiaux, me direz-vous? Eh bien, les télescopes spatiaux, on a Hubble qui a bien mérité, qui continue de tourner mais qui sera plus réparé. Hubble regarde dans l'UV et le visible. Alors ça c'est la gamme des fréquences. Hein. Quand c'est très serré, les rayons X, c'est très énergétique. Après on arrive aux UV, la lumière bleue jusqu'au rouge, la lumière visible, infrarouge et micro-ondes. Alors James Webb Space Telescope, ça c'est un fantastique outil qui est en train de donner de fantastiques choses. Alors, c'est un énorme projet d'environ 9 milliards d'euros et de 6 tonnes. Là, c'est un modèle photographié avec toutes les personnes, tous les ingénieurs, les chercheurs, etc., les astronomes qui ont participé au projet. Donc, énorme projet. Le miroir de Hubble est à gauche, 2,4 m. Le miroir de James Webb, il fait 6,50 m à côté. Voilà le miroir en train d'être monté en présence des ingénieurs. Alors, que fait le James Webb? Il nous offre des photos magnifiques, à nos yeux émerveillés. À gauche, c'est une photo de la même galaxie prise par Hubble en lumière visible.
Et à droite, c'est la même galaxie, alors prise par le James Webb en lumière infrarouge. Donc, dans le visible, on est brouillé, il y a du brouillard, on n'arrive pas à percer jusqu'aux étoiles. Et en infrarouge, on perce le brouillard et on a cette magnifique photo. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer le quintet de Stéphan. À gauche, ici, c'est 5 galaxies. Et à droite, je crois que tout le monde a vu ces fameux piliers de la création. Et les points rouges qui sont au bout des doigts, au bout des piliers, ce sont des nuages de gaz et de poussière dans lesquels se forment des étoiles. Donc les astronomes, nous, on voit naître des étoiles dans ces pouponnières d'étoiles. C'est extraordinaire. Et ce n'est qu'un début. Donc regardez sur les sites, regardez des photos magnifiques. Alors, est-ce que le James Webb va pouvoir voir des exoplanètes? Oui, il voit déjà, il a vu du CO2 dans l'atmosphère de l'exoplanète. Alors le CO2, on n'aime pas trop parce que c'est pas très utile pour notre chimie, mais néanmoins, ça veut dire que il est capable de détecter du CO2. Homo sapiens ou l'exceptionnel plaisir de comprendre. Parce que certains, quelquefois, les gens me disent, mais écoutez, à quoi ça sert tout ce que vous faites? Ça coûte de l'argent, il vaudrait mieux nourrir les gens qu'au faim, abriter les gens qui dorment dans la rue. Oui, on peut faire les deux. Et parce que Homo sapiens, si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'il est curieux, il veut comprendre. Et comprendre, c'est ce qui construit une société, ce qui construit une culture. Et donc, là je cite Antoine de Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes, c'est poussé par cet impérieux besoin de comprendre que nous nous sommes élevés jusqu'à écrire des cantates et peser des voies lactées. Actuellement, le James Webb pèse des voies lactées. Il voit même des galaxies qui se sont formées 300 millions d'années après le Big Bang. Big Bang, il y a 13,819 millions d'années. 13 milliards 819 millions d'années. Et donc, c'est vraiment des choses exceptionnelles. Et pourtant, la sonde Voyager 1 lancée en 77 a quitté le système solaire en 90 et à 6 milliards de kilomètres de la Terre, elle a pris une photo de la Terre et Carl Sagan a écrit ce texte, je trouve malheureusement d'actualité. Nous avons réussi à prendre cette photo depuis l'espace lointain et si vous l'examinez, vous voyez un point. C'est ici, c'est nous, pensez au fleuve de sang versé par tous ces généraux et empereurs pour qu'ils puissent, dans la gloire et le triomphe, devenir les maîtres temporaires d'une fraction de ce point. Pensez aux cruautés infinies affligées par les habitants d'un coin de ce point à des habitants difficilement différenciables vivant sur un autre point de ce coin. Et enfin, Sénèque, que je citerai, les plus belles découvertes cesseraient de me plaire si je devais les garder pour moi. Et je vous remercie de m'avoir donné le plaisir de partager ces choses. Arrive le moment des éventuelles questions. Donc je vais passer avec le micro s'il y a des questions à poser à Monsieur André Braque après. Moi, j'en ai une par rapport à l'eau sur Terre. Donc, la mission Rosetta, au départ, devait permettre de savoir si l'eau, enfin la glace d'eau qui est dans les comètes, a pu ensemencer la Terre. Et a priori, ce qu'on a découvert en 2014, c'est que la quantité de deutérium qu'il y avait dedans ne correspondait pas du tout à ce qui est sur Terre. Donc, ça a été une déception, plus ou moins. Mais vous avez dit tout à l'heure que les 2 échantillons ramenés par les Japonais sur l'astéroïde, eux, ont trouvé de l'eau dont la composition est quasiment celle sur Pile Terre. poil. Ah ouais. Oui, oui. Oh, excusez-moi. C'est impressionnant. Oui. Donc, Oui. il y a un grand pas. Oui, absolument. La question concerne l'origine de l'eau terrestre. Alors,
il y a plusieurs hypothèses. Pendant longtemps, on a pensé que l'eau venait du dégazage du manteau terrestre. Vous savez qu'au départ, la Terre était une boule de lave, elle s'est refroidie et le manteau s'est refroidi et a dégagé de la vapeur d'eau. Mais une fois cette vapeur d'eau dégagée et sous forme même d'océan, la Terre a été bombardée par une énorme petite tasse de la taille de Mars, hein, qui a percuté la Terre et qui a créé la Lune. Et donc ça a chassé cette atmosphère et l'eau qui était déjà présente. Donc après, il a fallu faire appel à de l'eau venue de l'espace. Et donc l'eau cométaire. Alors on avait six comètes dont on avait analysé l'eau. Enfin, quand je dis on, c'est pas nous à Orléans, hein, c'est les 11 scientifiques. Les scientifiques ont analysé l'eau de 6 comètes qui venaient de la ceinture de Kuiper. Il y a 2 grands réservoirs de comètes. Il y a la ceinture de Kuiper qui est au-delà de pas trop loin, et le nuage d'Oort qui est tout à fait aux confins de notre système solaire. Donc ça venait de Kuiper, et donc les astronomes ont dit pas de problème, l'eau terrestre, à cause de ces 6 comètes dont on connaît l'origine parce qu'on connaît la trajectoire. Donc elles ont des trajectoires différentes selon qu'elles viennent de Kuiper ou de Oort. Et donc ils ont dit c'est formidable, ils viennent de Kuiper, l'eau terrestre vient de Kuiper, ça colle bien. Et la sonde effectivement et celle de Oort ne collait pas. Et donc au niveau des caractéristiques avec l'eau terrestre. Et donc on attendait avec impatience effectivement la mesure de la comète qui vient de Kuiper, et ça colle pas. Donc c'est une leçon d'humilité. Il faut jamais affirmer trop tôt. Et 6 comètes, c'est pas suffisant pour faire des bonnes statistiques. Il faut plus de comètes analysées. Donc on pense que il faut être œcuménique, c'est peut-être un mix maintenant entre des grains cométaires qui viennent de Kuiper effectivement, mais pas forcément toutes de Kuiper, et qui viennent aussi des astéroïdes, puisque la mission Hayabusa 2 des Japonais sur Ryugu, l'eau colle parfaitement bien avec l'eau terrestre. Donc c'est une leçon d'humilité, il faut jamais affirmer trop tôt tant qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour affirmer. Mais c'était pas une grosse déception. On apprend tous les jours en science. Hein. Quelquefois, on apprend qu'on a tort ou qu'on n'a pas totalement raison. Voilà. Bonjour Monsieur Braque. Oui. Excusez-moi. Je voulais juste demander, donc j'entends que effectivement on prélève des échantillons et qu'on les ramène et qu'éventuellement on recherche des bactéries au mieux. Enfin, et est-ce qu'il y a des précautions particulières prises pour effectivement on ne sait pas ce que c'est ce type. Si on trouve quelque chose, virus ou bactérie ou un élément moins élaboré, pour ne pas entre guillemets contaminer ou prendre des précautions particulières lors de leur analyse dans les laboratoires. C'est une question. Hein. Oui. Bonne question. Les échantillons qui reviendront vers 2030 seront stockés dans un laboratoire construit de toutes pièces dans le désert d'Arizona et seront analysés pendant 1 an dans un laboratoire type P4 Servier. Peut-être meilleur que le laboratoire chinois. Hein, enfin, bon. Ça, c'est un aparté. Donc, analysé, s'il y a le moindre danger, tout sera calciné. Donc, et on est tout à fait conscient, enfin, les agents sont tout à fait conscients que il y aura un danger psychologique important au niveau du retour d'échantillons, ne serait-ce que par le biais des réseaux. Hein, donc voilà. Non, mais ça c'est un problème qui sera pris en compte et qui sera traité avec sérieux. Et s'il n'y a pas de danger, les échantillons seront distribués en France, au moins récupérés, donc un peu à travers le monde. Tous ceux qui ont, puisque l'agence spatiale européenne participe à l'opération de retour, donc on aura des échantillons. Mais ils seront d'abord en quarantaine pendant 1 an, dans un désert, dans un laboratoire type P4. Oui, j'avais une question. J'ai vu que les Chinois vont ramener des échantillons du sol de Mars
Donc ça veut dire qu'il y a une recherche active en exobiologie en Chine? Les Chinois ont une mission, j'ai zappé la diapo, ont une mission ils ont posé un atterrisseur avec un rover et je pense que normalement ils prévoient de ramener des échantillons. Ils sont actifs sur la Lune aussi. Là, ils ont posé déjà 2 robots et ils sont sur Mars et avec un atterrisseur et un petit véhicule, un spatio-mobile. On n'a pas de traduction de rover sur Mars. Donc ils risquent de ramener des échantillons avant. Enfin, et après c'est une compétition de fierté nationale. Hein, donc. Mais même au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a, du point de vue international, il y a des connexions entre ce qui se fait à l'ESA ou à la NASA et la Chine sur ce problème-là particulier? C'est difficile de collaborer avec les Chinois, paraît-il. C'est plus facile avec les Japonais, ça marche bien. Et donc, mais avec les Chinois, je crois qu'il n'y a pas de collaboration. Ils font tout seuls. Hein. Je crois qu'ils collaborent avec. Je regardais. Enfin, je crois qu'ils collaborent avec quelqu'un, mais pas avec les Européens, à ma connaissance. Ça veut dire que c'est pas du même niveau que par exemple pour ITER, parce que pour ITER, pour le programme sur la fusion, la Chine collabore d'une façon très importante. Quoi. Oui, non, mais là, sur l'espace, à ma connaissance, on n'a pas de collaboration avec les Chinois. Les Canadiens sont dans l'ESA, dans l'Agence spatiale européenne. Voilà. Bonsoir, monsieur. Juste une question. Tout ce que vous nous avez présenté, c'est une chimie qui est basée sur l'eau et le carbone. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des chimies qui soient basées sur autre chose, sur du silicium, sur j'en sais rien. Le silicium n'a pas les qualités du carbone parce on n'a pas de double liaison SI-SI, on n'a pas très peu de liaison. La chimie du silicium est très peu inventive. On connaît bien les liaisons SI-SI, pas très bonne et elle devient bonne si on a SiO, SiO, c'est le silicone. Mais la chimie on ne connaît pas de triple liaison silice-silice reliée par trois liaisons. Donc et l'oxydation du silicium c'est SiO2. Donc l'oxydation du carbone joue un grand rôle dans le métabolisme. Bon, vous allez me dire vous ne faites que regarder la vie terrestre, hein, je suis d'accord. Mais on essaie de voir c'est une chimie qui paraît le silicium était juste un exemple, il pourrait y avoir d'autres oui. candidats. Oui, on n'exclut pas, mais c'est pas notre base de raisonnement lorsqu'on veut convaincre les agences de faire des missions. Si vous dites à une agence, on va chercher quelque chose, mais on ne sait pas à base de quoi, l'agent, vous êtes bien gentil, monsieur. Je suis d'accord, mais c'était pas ma question. Hein. Oui, non. Ce n'est pas uniquement de l'anthropocentrisme, hein, le fait de prendre la chimie, mais on a démontré, y compris à Orléans, que ce couple a des vertus particulières. J'ai fait personnellement des réactions dans l'eau qui marchent mieux que si on fait des réactions en milieu organique. Hein, donc, mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne vais pas vous épouvanter avec la chimie pure et dure. Hein, donc, mais je pourrais, mais enfin. Voilà. Il y a des questions. C'est relayé par Internet, non Ah, pardon. Oui, il y en a pas sur le net, hein, des questions. J'ai regardé. Ok, bon. D'autres questions? Bon. Et puis on va en profiter pour vous remercier encore une fois pour cet instant très chaleureux autour